Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 30 mars. L'entente de partage d'eau potable entre Passepébiac et Noucalaire, la création de la Fondation Étincelle Jeunesse, l'ajout de la nouvelle consigne sur les contenants de boissons, les journées de la diversité culturelle en Gaspésie, la compétition régionale de badminton à Passepébiac. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec la conférence de presse concernant l'entente de partage et de distribution d'eau potable entre Passepébiac et Noucalaire. Voici les détails de l'entente. Télévague était présent à la conférence de presse concernant l'entente de partage et de distribution de l'eau potable entre Passepébiac et Noucalaire. Du côté de la municipalité de Noucalaire, autant que pour la ville de Passepébiac, moi je trouve que c'est une entente historique. Donc, il y a peut-être un aspect que la population en général a oublié, c'est que ça fait déjà au-dessus d'une trentaine d'années que les deux municipalités travaillent ensemble au niveau des eaux usées. Donc, nos réseaux sont déjà maillés à ce niveau-là. Donc là, on vient rajouter un service de plus qui est l'eau potable. L'avantage, c'est que nos voisins ont une énorme nappe phréatique avec une grande capacité de production d'eau potable de très bonne qualité. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont pas flushé le réseau parce qu'ils n'ont pas obligé de le faire. Ils n'ont pas de sédimentation. L'eau est super bonne à ce niveau-là. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille depuis, de mémoire, je pense que c'est 2017-2018, les premières études qui ont été faites de la part de la municipalité de Noucalaire. Et ensuite, l'étude de faisabilité qui a été déposée en 2022 pour voir de un si les réseaux déjà maillés peuvent subvenir aux besoins des deux municipalités. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est important d'y aller de l'avant avec des ententes intermunicipales de cette envergure-là, qui nous permet de conserver nos infrastructures, puis qui nous permet également de s'améliorer dans le futur, puis bien entendu d'avancer le plus agréablement possible avec nos voisins. Passepébiac et Noucalaire partageront les coûts d'opération à venir basés sur le volume d'eau potable consommé. Voici quelques points positifs découlant de cette entente. Autant que pour eux autres que pour nous autres, c'est qu'il y a une bonification des subventions dans le futur au niveau des divers programmes du gouvernement. Donc, notamment dans le Primo, on va faire une bonification de 65 % à 95 %. Donc, si je prends l'exemple dans l'étude de faisabilité, au niveau de la ville de Passepébiac, il y a une modernisation des technologies de distribution qui doit avoir lieu dans les prochaines années. Donc, le montant établi en 2022 était de 385 000 $. Donc, s'il serait tout seul à le faire à 65 %, ça serait une somme assumée de 135 000 $. Mais étant donné que là, on va être deux ensemble à 95 %, mais c'est juste 20 000 $. Donc, 20 000 pour faire une mise à jour technologique complète dans leur réseau de distribution, c'est excellent. Je ne veux pas dire que ça ne coûte rien, mais c'est peu. Ensuite, côté alimentation en eau, c'est qu'étant donné que les réseaux vont être maillés dans le futur avec le projet du réservoir, c'est que le secteur ouest de la ville de Passepébiac va avoir une alimentation bidirectionnelle. Ça veut dire que de l'autre côté du Tim Hortons, l'eau va arriver dans les deux directions. Donc, advenant un bris sur la 132 ou sur la rue Scott, on serait capable d'isoler une valve, la fermer, et que ça serait le réservoir de Noucalaire qui viendrait alimenter le secteur ouest de la ville de Passepébiac. Donc, ce qui éviterait que les citoyens ont une coupure d'eau par rapport à des bris ou autres. L'autre chose, c'est que le secteur ouest de la ville de Passepébiac a un gain à avoir à ce niveau-là pour tout ce qui est la réserve incendie et la pression incendie. Donc, quand on parle des établissements comme le CLSC, donc en venant un incendie majeur, c'est que l'eau étant bidirectionnelle, on va avoir une meilleure pression du côté ouest de Passepébiac. Au niveau des coûts d'opération, donc évidemment, dans un réseau de distribution d'eau potable, on a des frais fixes, donc l'électricité, les assurances, les bâtiments et autres. Donc, il y a des frais que peu importe la quantité d'eau produite, il y a des frais fixes à assumer de la part de la ville. Donc, étant donné que l'entente est basée sur le prorata de consommation, grosso modo, il va y avoir entre 25 et 30 % des coûts d'opération qui vont être assumés par le côté de Noucalaire, donc ce qui vient baisser la facture du côté des contribuables de Passepébiac. Pour Noucalaire, nous autres, en payant ce 30 % de coûts d'opération, c'est que ça va baisser de 50 % nos coûts à nous autres.
Donc, il y a un gain à faire à ce niveau-là. Et le résiduel entre les deux va être utilisé pour améliorer notre réseau de notre côté parce qu'il faut quand même entretenir nos bonnes fontaines, notre réseau existant et autres. Pour le côté de Nucavlair, bien évidemment, ce qui est connu, c'est que nous autres, on avait un problème d'esthétique d'eau, donc à cause du manganèse qui réagit avec le chlore. On a une sédimentation qui s'accumule dans le fond des tuyaux. Donc, à chaque fois qu'on a un bris d'eau ou un incendie ou une pratique des pompiers la fin de semaine qu'on n'est pas supposé d'avoir, bien là, ça vient brasser le réseau. Donc là, comme mentionné avant, c'est que la qualité d'eau de la ville de Passepierre est excellente, donc on vient éliminer le problème d'esthétique d'eau. Ensuite, on va être en mesure de faire un balancement hydraulique complet de notre réseau de notre côté. Donc, on a des secteurs qu'on a un petit peu trop de pression au sud de la 132. Au nord de la 132, il y a des rues qui manquent de pression. Donc, avec le projet du réservoir, ça va venir faire le balancement hydraulique complet de notre municipalité et stabiliser ça. Pour finir de notre côté, donc le projet du réservoir, ce qui est le gros projet à s'en venir. Donc, en 2022, les coûts étaient évalués à environ 10 millions. Donc, s'il aurait fallu payer ça de notre côté à 65 ça aurait été un investissement de la part des contribuables de 3,5 millions ou 215 000 $ par année pendant 30 ans. Mais avec l'entente qu'on fait aujourd'hui, donc à 95 de bonification, donc c'est juste un résiduel de 500 000 sur 30 ans, donc c'est juste 30 000 $ par année. Si tout se déroule bien, les échéanciers des travaux sont prévus pour l'été 2026. Comme l'a si bien dit le maire de Passepierre, cette entente démontre une fois de plus l'importance de tisser des liens municipaux et d'améliorer la qualité de vie de tous. La Fondation Étincelle Jeunesse a été lancée pour offrir un nouvel élan aux élèves du Centre de services scolaires René Lévesque. Cette initiative vise à soutenir les jeunes et à favoriser la réussite scolaire. On en discute avec M. Louis Bugeaud, le coordonnateur de la nouvelle fondation, et de Mme Sandra Nicole, la directrice générale du Centre de services scolaires René Lévesque. Le Centre de services scolaires René Lévesque vient d'annoncer la création d'une fondation Étincelle Jeunesse. C'est quoi le but de cette initiative? Bien, en fait, c'est vraiment de soutenir nos élèves qui sont plus vulnérables dans nos établissements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une analyse quand même des besoins sur notre territoire parce qu'on a quand même 18 écoles sur 28 qui sont situées dans un milieu qui est considéré comme étant défavorisé, hautement défavorisé, en fait. Donc, quand on regarde ça, ce que ça veut dire, c'est que 56 % de nos élèves qui fréquentent un établissement qui est avec un indice de défavorisation comparativement à 30 %. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, on a des élèves qui peuvent arriver le ventre vide, qui peuvent arriver sans collation, qui peuvent arriver même sans dîner, qui peuvent avoir des vêtements qui sont peut-être inadéquats pour les activités sportives, pour être dehors à ce temps-ci de l'année. Donc, on a décidé de créer une fondation pour les soutenir. Présentement, dans les écoles, est-ce qu'il y a des initiatives qui existent déjà? Il y a plein de belles initiatives qui se font dans les écoles. En fait, il y a plusieurs exemples. Il y a les petits déjeuners, il y a les collations. Il y a parfois, on apporte de l'aide à nos élèves en payant les dîners. Ça, c'est un exemple. Ou encore en apportant des vêtements. On a des belles idées créatives qui se font dans nos établissements, mais on a aussi des beaux partenaires qui nous soutiennent. Mais malgré ça, ça demeure que c'est quand même difficile, d'où l'importance de notre fondation. On vient de démarrer, on a une nouvelle OBNL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en campagne majeure de financement actuellement. Notre objectif, c'est d'ici 3 ans de pouvoir ramasser tout près de 1,5 million $. Quand même un gros montant pour la région. On a quand même tout près de 300 000 $ de confirmés aujourd'hui, presque le double là, dans les prochaines semaines qui devraient être confirmés. Donc, on est bien avancé. Donc, on va solliciter les entreprises du coin. Les gens de l'interne aussi, des gens qui travaillent pour le centre de services scolaires vont avoir, il y a une campagne à l'interne qui va se faire. Puis, on a un bel événement qui s'en vient le 24 et 25 mai prochain où toute la population va être invitée à soutenir des jeunes qui vont courir entre Matapédia et Percé, des jeunes des écoles polyvalentes de notre territoire, une course à relais et qui va venir soutenir finalement la fondation, le fonds qu'on veut créer pour les enfants. L'idée, c'est qu'avec ce fonds-là, annuellement, on va pouvoir avoir des intérêts qui vont nous être remis. Donc, le premier avantage, c'est que le fonds va être créé, puis ensuite, on va avoir des retombées à vie, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Maintenant, avec ces intérêts-là qu'on va recevoir annuellement, les écoles, lorsqu'ils vont voir des enfants arriver avec des besoins particuliers à un matin donné, vont répondre à ce besoin-là rapidement. Donc, il manque pour s'assurer que les jeunes aient le ventre plein, bien habillés, que les jeunes ne soient pas marginalisés non plus parce qu'ils ne peuvent pas participer aux activités parascolaires de leur école. Souvent, ça peut être un frein, le frein financier. Donc, et nous, la Fondation, on va rembourser ces frais-là. Donc, on veut s'assurer que les réponses soient rapides. Puis, ce qui est important aussi, c'est que 100% de l'argent qu'on va recevoir va aller aux enfants. Tout l'argent, là, on ne garde pas un sou pour s'assurer que ça aille directement aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc, c'est un peu avec une réponse rapide sur le terrain. C'est les gens du terrain, c'est les équipes écoles, c'est les directions qui voient au quotidien quels sont les besoins des enfants. Donc, ils vont pouvoir répondre rapidement. Puis nous, la Fondation, va venir supporter ces besoins-là qui vont avoir été identifiés par les écoles. Comment qu'on peut contribuer? Il va y avoir dans les prochaines semaines, vous allez entendre parler pas mal de nous avec, entre autres, on a un site web qui permet le don en ligne, qui va être facilité. Les activités dans chacune des écoles primaires et secondaires dans la fin de semaine du 24-25 mai. Il va y avoir des activités. La population va être invitée à venir supporter finalement cette fondation-là. Donc, il va y avoir à ce moment-là tout ce qu'il faut pour pouvoir donner des sous à la Fondation. Donc, dans les prochaines semaines, en suivant les réseaux sociaux, en suivant aussi ce qui va se passer dans les différents événements qu'on va mettre en place, bien, la population va être invitée à donner. Mais pour l'instant, pour ceux qui voudraient déjà donner, fondationétincellejeunesse.org et on a un lien directement pour donner en ligne. Avec tous les avantages qu'un organisme de bienfaisance peut donner aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on donne de l'argent pour un organisme de bienfaisance, on a oui, c'est ça, des avantages fiscaux, des reçus pour l'impôt qui font en sorte que lorsqu'on donne un montant, mais c'est pas tout, on reçoit aussi. Donc, oui, dans les prochaines semaines, mais en ligne, c'est possible dès maintenant. Je dirais que la vision qu'on a, toute l'équipe qui travaille, la directrice générale du Centre de services scolaires et moi, c'est de faire en sorte que en 2025, actuellement et dans les prochaines années, les 5500 élèves et plus qui fréquentent nos écoles aient tout ce qu'il faut pour avoir le ventre plein, être habillés convenablement, puis puissent participer à l'ensemble des activités de leur école sans être marginalisés par le fait qu'ils n'ont pas de sous. Et ça, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Nous avons eu une converse avec Annie Jolicoeur, la porte-parole de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Elle nous renseigne sur l'élargissement de la consigne des contenants de boissons. Bonjour Annie. Bonjour. Pourriez-vous nous en dire en gros c'est quoi le rôle de consignation? Donc, Consignation, c'est la marque, l'emblème officiel de la consigne au Québec. Mhm. Consignation est une marque qui est gérée par l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui réunit l'ensemble des producteurs de boissons qui ont la responsabilité de voir à la récupération des contenants dans la fin de vie utile des contenants qu'on consomme. À partir du 1er mars, c'est quoi le gros changement sur les contenants consignés? Le 1er mars 2025, soit samedi, les citoyens sont invités à ramener, en plus de tous les contenants qui étaient déjà consignés, toutes les bouteilles de plastique de 100 millilitres à 2 litres. On parle ici de l'eau plate, de l'eau pétillante, des jus, des boissons sportives, des bouteilles de lait en plastique seulement et quelques contenants de spiritueux en plastique. Avez-vous une idée, ça représente combien de contenants la nouvelle ajout de la consigne? Oui, ça représente plus de 1,2 milliard de contenants. Donc, à compter du 1er mars 2025, il va y avoir plus de 4 milliards de contenants assujettis à la consigne. Donc, c'est un grand changement, puis il y a vraiment un ajout important là, de contenants. Il faut changer ses habitudes et s'habituer de prendre ces contenants, les mettre de côté pour les amener dans un lieu de retour. OK. Avez-vous des objectifs, point de vue récupération de tous les contenants? Le gouvernement a fixé des objectifs quand il a fait le projet, élaboré le projet de modernisation de la consigne. L'objectif à terme, d'ici 2032, c'est de récupérer 90% des contenants. Et avant le début de la modernisation, avant le 1er novembre 2023, on était à 73%. OK. Dans les grandes villes, là, vous avez déjà ouvert des beaux lieux de retour de bouteilles et canettes, mais nous qui sommes en région éloignée, on se sent comme un peu délaissés, laissés à nous-mêmes. Parce que notre réseau en région de retour de contenants est déjà à sa capacité maximum, là. On n'a comme pas beaucoup d'espace, là. Ça serait quoi votre solution pour les régions éloignées?
effectivement, il y a un souci de tous les détaillants de savoir comment ils vont pouvoir accueillir les nouveaux contenants de boissons puisqu'il y a un ajout là, de quantité. Mais Consignation a mis en place des mesures pour veiller à récupérer le plus grand nombre de contenants. Donc, il y aura des ajouts additionnels de collecte, il y aura des lieux de retour, Consignation Plus qui vont ouvrir dans votre région. C'est un processus qui va se faire dans les 2 prochaines années. Là, d'ici 2027, on va ouvrir 400 lieux de retour Consignation Plus, mais j'aimerais rassurer tous les citoyens, là, il y a 3500, plus de 3500 lieux de retour à travers le Québec qui présentement peuvent accueillir les contenants de boissons. Oui, mais nous, ça nous rassure pas. On en a 0 en Gaspésie, là. Mais vous n'êtes pas là. En fait, il y a plusieurs régions qui n'ont pas encore leur lieu de retour. C'est un processus qui est en cours. Donc, toutes les régions vont avoir leur lieu de retour et vont avoir des installations avec des infrastructures plus intéressantes pour accueillir de plus grands volumes. C'est en cours. Moi, je suis ravie de l'enthousiasme qu'il y a autour de ce projet-là. Et puis, je suis ravie de savoir que vous avez hâte d'en avoir. Mais en attendant, il faut simplement continuer d'aller au lieu de retour où est-ce que vous allez habituellement pour apporter plus de contenants de boissons consignées. Si, disons que la population voudrait faire ses propres sacs, là, combien qu'on doit mettre de contenants de plastique dans un sac de récupération? Si les détaillants, c'est pas tous les détaillants qui acceptent d'avoir des sacs. Si les détaillants que les citoyens fréquentent acceptent d'avoir des sacs, alors ils doivent se procurer des sacs consignation sur le site de consignation.ca dans la boutique. Et sur le site, on indique là, le nombre de contenants par matière. Donc, les matières peuvent pas être mélangées. Donc, ça doit être des contenants seulement de canettes ou seulement de plastique pour obtenir un montant. Donc, le montant varie selon le type de contenant dans les sacs. Les bouteilles de vin vont être consignées à partir de quand? Les bouteilles de vin il y a eu un report, le gouvernement a annoncé un report à l'hiver. Donc, les bouteilles de vin et les cartons multicouches de lait et de jus seront consignés le 1er mars 2027. 2027, OK. Bien, je vous remercie beaucoup, Annie, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Ça me fait plaisir. Du 21 au 31 mars, c'est les journées de la diversité culturelle en Gaspésie. Nous avons saisi l'occasion pour en discuter avec Fanny Lamar, la responsable du service d'accueil des nouveaux arrivants du Rocher-Percé. Fanny, en quoi ça consiste ton travail? Mon travail consiste, en fait, le service d'accueil des nouveaux arrivants. C'est un service qui est destiné aux personnes immigrantes de toute origine et de tout âge qui s'établissent sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Et ce service-là, ça s'adresse aussi aux personnes de 36 ans et plus, canadiennes, québécoises, qui arrivent ici. On est en plein dans les journées de la diversité culturelle. C'est quoi ça? Les Journées de la diversité culturelle, c'est une initiative des services d'accueil des nouveaux arrivants de toute la région et c'est fait en collaboration avec Vivre en Gaspésie pour faire rayonner ça de façon régionale et c'est aussi financé par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Le but, c'est vraiment de faire un événement à la sauce gaspésienne. Donc, on a renommé ça les Journées de la diversité culturelle pour inviter les gens à célébrer la diversité culturelle sur notre territoire, puis à découvrir un peu plus les cultures, les nationalités, les gens qui l'habitent. Le thème cette année, on a décidé que c'était le partage. Revenir un peu à la source, revenir aux bases. Donc, des fois, de s'ouvrir à l'autre, c'est juste d'aller prendre un café, partager un repas, partager une chanson, partager un peu son parcours de vie. Donc, c'est sous ce thème-là qu'on a décidé de lancer la 13e édition des Journées de la diversité culturelle et d'inviter la communauté à participer. Donc, les organisations sur le territoire à avoir des initiatives pour célébrer ça à leur façon, pour qu'on soit tous, disons, interreliés puis qu'on ait tous des belles façons de souligner ça. Va-t-il y avoir des petits événements spéciaux? Oui. Mais en fait, il y a plusieurs choses au menu. Sur notre page Facebook, Service d'accueil des nouveaux arrivants Rocher-Percé, on a 4 portraits inspirants de personnes immigrantes qui ont choisi la Gaspésie et la MRC du Rocher-Percé pour s'établir. On a aussi fait une belle capsule vidéo sur les bons jours.
Donc, un mot très simple, un mot universel, mais un bonjour dit dans différentes langues. Donc, c'est des personnes, des nouveaux arrivants ici qui disent bonjour dans leur langue d'origine, leur langue maternelle. Puis, il y a plusieurs initiatives. Donc, le Miche Café fait un menu spécial cette semaine, une crêpe d'inspiration salvadorienne, parce que leur chef, l'été, Eduardo, vient du Salvador. Donc, il va avoir ce menu-là. Il y a le café chez Lewis aussi à Grande-Rivière qui fait un couscous royal marocain. Donc, il y a plein d'initiatives comme ça, puis il y en aura d'autres, donc on va les repartager sur notre page Facebook. Combien vous avez aidé de nouveaux arrivants l'an passé au salon? L'année dernière, on a accompagné environ 80 adultes et 17 enfants. Donc, c'est des gens qui sont emménagés sur le territoire ici pour étudier, pour travailler, pour s'enraciner chez nous. En région, là, il y a eu combien de nationalités différentes qui se sont installées ici? Dans toute la Gaspésie, on recense environ chaque année une cinquantaine de pays. Cinquantaine de nationalités, oui, c'est très varié. Ça va du Madagascar jusqu'à la Côte d'Ivoire, Cameroun. On a aussi l'île Maurice, la Belgique, la Chine. Donc, c'est vraiment c'est surprenant. On a quand même une très, très grande variété de nationalités. Ben, il y a quelques défis, c'est vrai. Des fois, c'est la langue. Donc, des fois, il faut s'ajuster un petit peu, découvrir les expressions québécoises, gaspésiennes. Et des fois, c'est juste une nouvelle langue. Donc, apprendre le français. On a des cours qui sont offerts dans Rocher-Percé pour améliorer ou pour apprendre la langue française. Des fois, c'est trouver un emploi. Donc, des fois, les gens viennent en famille. Donc, le conjoint ou la conjointe cherche un emploi, alors que l'autre en a déjà trouvé un. Donc, ça peut être un défi. Faire valoir aussi les études qu'ils ont fait à l'étranger. Ça peut être un enjeu. Rencontrer des gens aussi. Des fois, créer son réseau social, créer des amitiés. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel on est là pour leur donner un coup de pouce, que ce soit administratif ou que ce soit un petit peu plus aussi se sentir inclus dans la communauté. Les gens qui arrivent de l'international, souvent, ce qui les surprend quand ils arrivent ici, évidemment, les saisons, donc l'hiver, le froid, ça c'est certain. Mais c'est sûr que le français, parce que même les gens qui arrivent de l'international, qui parlent français, on arrive ici, puis c'est un français, mais c'est un français différent, avec toutes ses couleurs, avec ses expressions gaspésiennes. Donc ça, ça les rend, comment dire, ils sont fiers d'apprendre les vraies expressions d'ici. Et l'autre chose que je trouvais beau et surprenant, c'est que la majorité des personnes qui se jugent bien accueillies pour que ça se passe super bien, c'est les gens qui s'impliquent dans le milieu. Donc, par exemple, je pense à quelqu'un qui a décidé qui s'impliquait dans un projet étudiant dans son école, quelqu'un qui a décidé de s'impliquer dans la communauté, dans un organisme communautaire. C'est comme ça que les gens rencontrent vraiment des personnes d'ici puis qui vont tisser des liens. Puis ensuite, c'est sûr que ça fait sentir faire partie du milieu pour vrai. En fin de semaine dernière, c'était la compétition régionale pour les qualifications provinciales en badminton. L'équipe de Télévague était sur place au complexe sportif de Passepébiac afin d'en discuter avec l'organisateur de l'événement, M. Gabriel Potvin. Gabriel, on est réunis en fin de semaine pour quel événement sportif? C'est les qualifications du championnat provincial. Donc, les gagnants de la compétition aujourd'hui vont en fait se qualifier pour aller au championnat provincial d'Amqui, qui est dans 3 semaines, si je me souviens. Donc, c'est un tournoi régional. Il y a des jeunes de où à où exactement? Quand on dit régional, on veut dire vraiment comme toute l'est du Québec. On est un long territoire, un grand territoire, des îles de la Madeleine jusque le Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup et Rivière-du-Loup eux-mêmes, là. Donc, c'est tout ce qui est entre les deux, sur le dos de la Gaspésie, sur le dessus et sur le dessous. Tout ce qui est entre ces deux villages-là. Ça implique environ combien de jeunes? On doit être à peu près à 400 et plus, là, 400 quelques jeunes. Là. Je ne sais plus le chiffre exactement, là, mais un petit peu au-dessus de 400. Pas beaucoup, mais quelques poussières au-dessus de 400, si on peut dire ça de même. Avec les coachs plus un peu, mais c'est ça, dans 400 jeunes environ. C'est pas habituel là, qu'on reçoit 2 années de suite un gros tournoi comme ça, hein? Non, quand même. Généralement, c'est un tournoi qui est comme donné alternativement en deux endroits. Mais l'année passée, on a quand même vraiment bien fait ça. Puis je pense que les coachs étaient unanimes, ils voulaient revenir. Les jeunes voulaient revenir ici, les coachs voulaient revenir ici, tout le monde voulait revenir. Fait que nous, on a dit, venez-vous-en. Vous avez un invité spécial aussi? Oui. Un ami, là, M. Yves Côté, un arbitre mondial. Une différence d'un arbitre international, c'est une coche plus haut. Il a même été un des premiers arbitres, si je me souviens, soit québécois ou canadien, à aller aux Jeux olympiques. Il s'est occupé des Jeux olympiques en 2020. Puis c'est une fierté d'avoir cette personne-là ici.
ça augmente le professionnalisme du tournoi, ça augmente aussi le prestige. Hein? Plus de yeux sont tournés. Je suis vraiment content qu'il est là. Il m'a donné d'ailleurs un cadeau en arrivant. Là, je l'ai tué avec moi. Il m'a donné un petit cadeau en arrivant. Il y a toutes sortes de choses. Hein? Il change de pays aux 2 semaines, lui-là. Là. Ouais. Les jeunes, là, une grosse gang comme ça dort où? Passepébiac, à l'école. Mais l'école de Passepébiac a déjà accueilli, avant l'exode des jeunes, là, on a perdu tous nos jeunes dans les années 90. L'école de Passepébiac, puis même Chandler, on pouvait aller à 1000 élèves, même plus. Fait qu'on est capable de les accueillir. Mais il faut vraiment remercier les professeurs du primaire qui ont donné le plus pour préparer leur classe. Sinon, j'aurais pas pu. Ça me prenait les classes du primaire. Puis ils l'ont fait. Tout était propre. C'est pas facile avec une gang de jeunes de tout corder ça en une demi-heure avant la fin du cours. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment fier d'eux autres. Là. Puis, si je peux-tu remercier d'autres personnes? Oui, bien, si je peux remercier d'autres personnes, moi, je voudrais attirer l'attention sur la gang de l'Arena. Philippe, Gérard, Jimmy, tout fait l'Arena en 4 jours. Il y avait un tournoi de hockey dimanche ici. Je les ai vus travailler comme des défoncés, des acharnés. Puis ils l'ont fait au Passepébiac. En 4 jours, chaque journée, ils étaient au maximum. Ils bâtissaient, ils faisaient. Ces gars-là, il faut les remercier. La gang de ménage à l'école, la gang de profs qui ont lavé aussi, la gang de filles et de gars au primaire. Mais la gang ceux qui ont fait l'aréna ici, le monsieur Christian, responsable des sports ici, c'est merveilleux. Ces employés ont vraiment fait de la magie. Tout le setup au complet, j'ai fait des choses, mais eux autres, ils en ont fait beaucoup. Fait que faut remercier les gens dans l'ombre du grand tournoi qui est là quand même. C'est quoi les grands défis d'organiser un gros événement sportif comme ça? Mon Dieu, ma mère dirait qu'il faut faire une liste. La liste est la liste du Père Noël. Aussi longue que la liste du Père Noël, un item par jour, un item à la fois, t'en barres, t'en coches. J'ai presque fini de barrer ma liste. Il en reste encore une couple dessus, là, mais c'est de l'organisation, mais j'ai de l'aide. Faut pas oublier. J'ai M. Dylan Prentice qui est avec moi dans l'organisation. On divise le travail. Mme Audrey Maud Chiasson qui est avec moi puis qui divise le travail avec moi aussi. Mais c'est tout le monde qui se met dans la liste. Ça avance. Un item à la fois. Un item à la fois. Croyez-vous que cette année, le club de Passepébiac va bien performer? On a mis... Mais là, c'est sûr, mes jeunes avaient faim après l'année passée. Ils avaient soif de victoire. Mais on a placé des joueurs à des endroits. Moi, je pense qu'on a des bons espoirs. On pourrait avoir quelques qualifiés provinciaux. Je pense qu'on a des bons espoirs. Mais ça, c'est le sport. Hein? Ça peut être cruel. Ça peut être cruel, mais ça peut être aussi merveilleux. On verra dimanche durant les finales. Bien, merci, puis on vous souhaite un bon tournoi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 30 mars. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission. Passez une bonne semaine!